cet après-midi sur la thermique du bâtiment. Mon intervention, elle va se dérouler en 4 parties en fait. Il y aura une partie, le point de départ, qui est le point de départ, c'est quels sont nos réels besoins en confort. L'équation l'équation de confort, elle ne se pose pas en termes énergétiques, on n'a pas besoin de watts. D'abord, elle se pose en termes de besoins. Quels sont nos réels besoins en termes de confort et comment pouvoir les assouvir dans le cadre des climats tropicaux. Alors, quand je dis climat tropical, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de nuances de climat tropical. La deuxième partie, ça va être de projeter un petit peu ces besoins dans le cadre contextuel des différents climats qu'on peut trouver en Afrique de l'Ouest. Et ils sont nombreux. Le troisième point, ce sera, à partir des connaissances qu'on aura sur le climat, sur nos besoins, d'essayer de voir quelles sont les règles de bonne conception, comment répondre à ces besoins de confort dans un cadre énergétique minimal. Plusieurs façons de faire. Et l'architecture, là-dessus, elle a un rôle fondamental. Monsieur Baquet a souligné la problématique. Et puis demain, alors ça sera les 3 points qu'on développera aujourd'hui. Et demain, ce que je vous propose, c'est de refaire une synthèse à travers un petit applicatif qu'on a développé, qui est assez pédagogique, qui est un espèce de logiciel de thermique du bâtiment simplifié, c'est un peu comme la thermique pour les nuls, hein, mais bon. Ceci dit, avec cet outil, on a quand même fait pas mal d'opérations de réhabilitation. Ça a été créé pour La Réunion, et on a réhabilité à peu près plus d'1 millier de logements, avec l'idée, avec cet outil, de développer une ingénierie pas trop chère, parce qu'elle s'adresse à un milieu où on ne peut pas consacrer beaucoup d'argent à l'ingénierie, qui est le logement social. Donc c'est un outil qui permet de faire un diagnostic et puis de développer des solutions, dans le cadre de l'existant, des solutions pratiques pour apporter un confort, en évitant, dans la mesure du possible, d'avoir un recours à la climatisation. Je sais que la climatisation, c'est une solution de facilité. C'est un petit peu un aveu d'échec de l'architecture, finalement, quand on apporte le moment au climatisé. Je ne dis pas qu'il faut climatiser, moi je ne prends pas position là-dessus. Je vais développer un discours qui va permettre soit de se passer de climatisation, soit, si on fait de la climatisation, comment arriver à réduire la charge de consommation en termes d'énergie. Donc, d'ailleurs, dans le cadre des départements d'outre-mer, on ne prend absolument pas position contre la climatisation, simplement, on le dit, si vous le faites, faites-le bien avec une architecture adaptée. On admet d'ailleurs plus ou moins de façon implicite que, en règle générale, dès qu'on parle de tertiaire, la climatisation est quasiment requise, sauf dans des opérations où on a vraiment des gens très motivés à pouvoir essayer de faire autrement. On a tenté des expériences, notamment à Fort-de-France. On avait réalisé des bâtiments très ambitieux sur un plan bioclimatique, sans climatisation, mais les impératifs du tertiaire exigent qu'on a des imprimantes, le papier finit par devenir moite, la productivité est moindre. Les chefs, ils veulent absolument avoir leur climatisation. À partir du moment où vous laissez rentrer le verre dans le fruit, tout le monde veut sa climatisation. Du coup, ce qui fait que, en général, le combat est plus ou moins perdu dans le tertiaire. Par contre, les derniers terrains de résistance par rapport à la climatisation, sur lesquels il faut être très vigilant, je pense qu'on peut y arriver dans la plupart des climats tropicaux, c'est de faire en sorte que chez soi, à la maison, on peut éviter la clim dans le monde de l'éducation, les écoles, on peut très très bien vivre sans climatisation. Et là, il faut être assez vigilant parce que nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on met de la clim partout. Vous commencez à mettre de la clim dans les voitures. Après, vous avez envie d'avoir de la clim chez vous. Puis après, les étudiants, ils veulent avoir leur clim chez eux. Puis après, on n'en finit plus. La facture énergétique et environnementale. Voilà, donc cet après-midi, on abordera ces 3 points-là. Donc, les besoins en confort. Quels sont nos réels besoins? Le deuxième point,
des climats, puis on va projeter ces besoins dans le climat et on abordera les règles de bonne conception. Donc, je vais vous aborder le confort par ce slide, en fait. Il résume un peu la thermique du bâtiment. Et là, je vais vous laisser parler. Parce que derrière chacune de ces slides, il y a une idée fondamentale en thermique. Parce qu'on n'a rien inventé, en fait. On imite toujours la nature. Alors, l'ours, à votre avis, qu'est-ce qui lui permet de vivre en zone polaire très très froide? L'isolation. Les experts n'ont pas le droit de parler normalement. Ça baisse. Donc, vous êtes d'accord? Et pourquoi l'ours polaire a une grosse fourrure, hein? Pourquoi il a cette grosse fourrure? Pour s'intégrer ensemble, plus que ça. Se protéger du froid. Après, vous commencez à me gonfler, ça va arrêter. Se protéger du froid. Mais pourquoi se protéger du froid? Parce que. Voilà. Ça, c'est un but fondamental. Température. Une des contraintes fondamentales qu'on va avoir quand on va parler de confort, c'est garder sa température. Pour que les vivants fonctionnent de façon convenablement, ils doivent maintenir une certaine température. Tous les mammifères, c'est comme ça. Voilà. Et quand, à partir du moment où vous maintenez une température différente du milieu, vous créez un état de température, donc un flux de chaleur, comme je ne pas l'extérieur, il perd sa chaleur. Du coup, premier élément d'adaptation pour garder sa chaleur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé tout simplement un système d'isolation. Et l'isolation, on va le retrouver, on va en parler quand on parlera de solution. Il y a un deuxième paramètre, mais je ne crois pas que vous trouverez. Je vous le dirai plus tard si vous êtes sage. Passons à la deuxième slide. Tout le monde connaît cet animal. C'est quoi? Un lynx. Ouais, tout à fait. Alors, c'est quoi sa particularité de l'oryx? Quand il y a par exemple température, tu ne pourrais pas être très loin. Il y a pas mal de réponses là. L'oryx, c'est vraiment un animal extraordinaire. Si j'étais architecte, j'aimerais la réincarnation de l'oryx parce qu'il a tout compris. Mais bon. L'oryx, j'en ai compris, c'est égoïste. Tu veux la réincarnation de l'oryx? O-R-Y-X. Alors, quelle est sa particularité? J'ai pas fait un animal des régions européennes, c'est bien. Ouais. Il résiste à la chance. Il résiste à la chance. Tout à fait. Et comment il fait pour résister à la chance? Le Seigneur a appris à manger sous l'arbre, quand il fait très chaud. Et il me semble que quand on a la clôture, c'est pas ce que vous ça. C'est une des rares caractéristiques qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est vrai que cet animal il va toujours se positionner par rapport au soleil de la meilleure façon. Il y a toujours la meilleure orientation par rapport au soleil. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, pareil par rapport au. Il va se trouver la meilleure direction du vent, notamment pour la tête, pour que la tête soit élevée. Et elle, elle va être très forte. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez parlé de ça, mais le risque, il a une de ses caractéristiques quand il fait très chaud. Plutôt que d'essayer de dire à tout prix, je vais maintenir mon 38 degrés, qu'est-ce qu'il se dit? Je vais laisser d'y arriver. Pendant la journée, je vais laisser d'y arriver, je vais laisser monter mon température jusqu'à 42, 43. Plutôt que de m'érater à essayer de maintenir ma température de 38 degrés, ce qui risquera de transférer le température. Il laisse dériver pendant la journée, et puis la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il relève descendre sa température. Voilà. Ça s'appelle quoi si on retranscrit ça en thermique du bâtiment, il profite de quoi? L'inertie thermique. Il joue sur son inertie thermique, tout à fait.
Et ça, c'est un des concepts fondamentaux du bâtiment. Autre point, alors ça, vous connaissez peut-être. Voilà. Les manchots. Qu'est-ce qu'ils font les manchots quand il fait froid? Alors, eux, ils ont une réponse communautaire. C'est-à-dire, si on parlait de l'huile, on a conservé en fait, c'est déjà l'architecture urbaine qui vont. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont remarqué que tout seuls, ils ont une surface d'échange importante. Par contre, si on se colle les uns les autres, ils forment un seul bloc avec une surface d'échange limitée. Donc ils vont jouer sur la capacité. Ça aussi, c'est une notion fondamentale en architecture. Mais l'histoire, c'est généreux. Il est monté sur les gars. C'est qu'ils sont mais en architecture, c'est pas évident de dire le million du million, alors peut-être ça reste très bien. Voilà. Alors l'abeille, là, elle est en une certaine position en fait. Qu'est-ce qu'elle a découvert l'abeille de fondamental quand la réchauffe? Elle se place en mode brasseur, tout à fait. Donc il y a des spécimens spécifiques chez eux qui vont se mettre devant les entrées et qui vont développer un courant d'air. C'est là qu'ils ont inventé un peu le brasseur d'air ou la ventilation. Ça va être aussi un de nos principes fondamentaux quand on va parler des deux climatiques. Termites. Alors qu'est-ce qu'ils ont inventé les termites? Peut-être, ça je connaissais pas moi je voyais une chose. Alors eux, ils ont développé des gaines complexes en fait, avec une certaine hauteur, sur lesquelles ils développent la ventilation. Alors une ventilation qui est générée par le tirage thermique, par un écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Ils ont plus ou moins réinventé la ventilation naturelle par tirage. Voilà, et là dans tout ça, comment lui s'adapte à son milieu. Comme disait le titre, le confort thermique, c'est s'adapter au milieu ou adapter le milieu dans lequel on vit. Comment il a fait depuis que l'homme est homme pour s'adapter? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Ah oui, très bonne remarque. Des termites construits en terre, pas en béton. Hein. Bravo. Voilà. Ben, les hommes, ils ont tout simplement récupéré ces idées. Dans un premier temps, selon le climat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme il n'y a pas d'espèce humaine spécifique adaptée à chaque pôle, sinon il y aurait des gens très poilus dans les pôles, des gens. Il n'y a pas d'adaptation, on est une seule et même espèce dans tout le globe. Pour pouvoir se répandre sur toute la Terre, il a fallu qu'il s'adapte. Le premier élément sur lequel il a pensé pour s'adapter, c'est la nature. Alors la nature, c'est bien si tu peux te protéger contre le froid. Par contre, contre le chaud, t'es limité à partir du moment où tu es tout nu, tu peux pas faire plus, quoi. Voilà, donc, ce qui prouve que quand à un moment donné, quand on réfléchit sur la façon de s'acclimater, on voit que le chaud est plus compliqué, sur un plan des principes en tout cas, que le froid. L'autre façon de se protéger, c'est de voir si dans le contexte où il est, trouver des milieux plus favorables. Donc, avant de construire l'habitat, il a été dans les grottes qui permettaient, grâce à leur inertie, d'avoir des lieux tempérés dans des milieux hostiles. Vous savez que quand vous vous enfoncez à 2-3 mètres dans la terre, par exemple, dans une grotte à 2-3 mètres, qu'est-ce que vous retrouvez comme température? Donc si c'est un élément fondamental, c'est la chaleur. Voilà, vous trouvez une température constante. Et quelle est sa valeur? La valeur de cette température? Non, c'est pas dans la place. Parce que là, on a 2-3 mètres. Il n'y a pas de c'est en point de gelée. Voilà. Non, on retrouve tout simplement la température moyenne annuelle. Tout simplement. Alors, dans le Nord-Pas-de-Calais où je vis,
la température moyenne, c'est 11 degrés. Du coup, quand je vais visiter les locaux qui sont construits d'Allemand, de 3 mètres, je vais à l'intérieur de 11 degrés, alors qu'à l'extérieur, c'est peut-être moins 9. Et si j'y vais au mois d'août, il fera quand même moins, il sera 11 alors qu'il sera 30 degrés. Parce qu'il arrive à faire 30 degrés quand même. Voilà, donc première chose c'était ça, c'est d'adapter avec un filtre ou alors chercher des zones tempérées en recherchant si la température moyenne annuelle est clémente, de rechercher un filtrage maximum via des épaisseurs de matière importante. Donc là, on est toujours sur des moyens, on va dire, passifs. Après, quand on est passé à un mode actif, c'est quand on a découvert le feu. Le feu, c'est une des premières façons de nous chauffer. Donc on considère que c'est notre premier élément actif pour se chauffer. Et faire la cuisine, plusieurs usages à l'époque. Et puis maintenant, on est sur les trucs modernes, avec une machinerie infernale, tout simplement, pour avoir quelques degrés d'agrément. Ça, c'est ce qu'on va essayer d'éviter. On va essayer de se caler en utilisant le filtre de l'habitat, de l'enveloppe, pour essayer de trouver l'équilibre avec le contexte. Voilà, donc si je résume en fait, c'est quoi le besoin de confort? C'est d'abord maintenir notre température. Notre température à nous, c'est pas 42 degrés ou c'est 37. Et pour maintenir cette température de 37, il faut que je puisse équilibrer les flux qui sortent. Donc le métabolisme moyen d'un être humain, c'est à peu près 100 balles. Il faut que, quel que soit l'endroit du globe où je suis, je perds en température 100 balles, mais pas plus. Si je perds plus que 100 balles, je vais avoir une sensation de froid. Tout simplement ça. Si je perds moins de 100 balles, peut-être que je n'arrive pas à évacuer le chaleur, j'ai une sensation de chaud et je vais avoir ma température qui va avoir tendance à remonter. C'est ça le besoin fondamental en confort des gros litres. Voilà, donc j'aime bien un peu cette référence quand on raisonne en zone tropicale humide, notamment dans les zones côtières, peut-être pas dans les zones sahéliennes, donc ça remonte un peu. Mais la référence ultime, en fait, on est bien, en général, quand on est à l'ombre de mer. Souvent, que vous soyez dans les zones côtières, etc., vous êtes dans un climat tropical humide, et on voit que quand on est à l'ombre d'un arbre, avec qu'est-ce qui peut agrémenter encore un petit peu la sensation de confort? Le vent, une brise légère. Voilà. Il ne me faut pas plus. Ça, je l'arrive à voir naturellement à l'extérieur. Pourquoi je ne l'aurais pas à l'intérieur de mon bâtiment? Si la nature l'a fait, moi, je dois pouvoir le faire. Donc voilà, retenez qu'on doit perdre nos 100 degrés sous diverses façons, on verra tout à l'heure. Et avec l'idée, le deuxième principe, c'est de maintenir cette température de 37 degrés. Alors, quels sont les paramètres qui interviennent dans la sensation de confort? Là, je vais vous laisser parler un petit peu. Qu'est-ce qui va intervenir dans cette perception du confort? Alors, quand vous êtes en situation inconfortable, vous inclinez quoi? Premièrement, la chaleur, c'est quoi la température? C'est autre chose. La température, des éléments qui sont par essence actifs, soit soumis naturellement. Ça crée des contraintes en termes de processus. Voilà. Donc il y a un élément, et moi c'est un autre élément. Est-ce qu'on soit de la même façon, une salle de sport et un dortoir, qu'est-ce qui peut aussi jouer dans la partie? Notamment quand on est dans une ambiance ici, qu'est-ce que vous allez attendre? Si vous êtes près d'une. Imaginez que vous êtes sous une tôle, qu'est-ce que vous allez ressentir? Vous avez un habitat sous une tôle. Vous allez ressentir la chaleur de la tôle, et en réalité, vous allez percevoir effectivement le regard de la tôle. Mais c'est parce que la température de la tôle
est différente. Voilà. Donc on va ressentir également les températures de paroi. La température de la paroi, c'est différent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut intervenir encore? La lecture, effectivement, c'est une façon de s'adapter. La lecture. La lecture, d'accord. Encore un élément. Qu'est-ce qui peut aussi. C'est vous que j'ai dit hygrométrie. Vous verrez que là, l'hygrométrie et sueur sont assez liés. Donc vous m'avez à peu près cité tous les éléments qui vont intervenir. Donc il y en a deux qui sont vraiment liés à l'occupant. Hein, il y a la tenue vestimentaire, et une autre qui est liée à l'activité. Par contre, tout le reste, il dépend de quoi? Température de l'air, température de paroi, température de l'ensoleillement, voilà. L'humidité. Donc tout ça, ça va dépendre plus ou moins de la façon dont l'architecture va filtrer un petit peu ces éléments climatiques. Voilà, donc si on résume, ouais, à peu près, c'est bon. Merci. J'ai juste rajouté un petit élément aussi qui peut intervenir. Donc, ce qui va jouer, c'est la perception mouvement direct d'un flux solaire. On a oublié de citer la vitesse d'air. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un élément fondamental. On reçoit aussi directement, en termes de chaleur, le contact avec le sol. Ça peut jouer par et chaud moins, mais par exemple, quand on conçoit des crèches en Europe, on fait attention à ce que les bambins qui vont par terre, on ne va pas faire du marbre, qu'ils puissent se balader, parce qu'on va les frigorifier. Donc on va faire attention à cet échange avec le contact avec le plancher. L'autre point, c'est de perception, c'est la différence entre de température entre les pieds et la tête. Alors tout ce qui concerne asymétrie de rayonnement ou une stratification d'air, au niveau du confort, c'est mal perçu. Pourquoi? À un moment donné, je ne sais pas, vous êtes près d'une fenêtre, ça rayonne beaucoup, de l'autre côté, c'est plutôt froid. Ça, c'est un élément d'inconfort. Alors, l'explication est plus simple, c'est tout simplement parce que le corps aime bien avoir un seul et même ennemi. Il aime bien lutter contre le chaud, il aime bien lutter contre le froid, mais si à un moment donné, la moitié de son corps lutte contre le froid, la moitié de son corps contre le chaud, là, il ne sait plus comment faire. Voilà. C'est pour ça, un élément important, c'est de créer des ambiances homogènes. Des chocs thermiques. Ça va plus que les oui, ça. Quand les gens climatisent à 20 et qu'ils sortent il fait 30, là, c'est la grippe directe. Hein. Voilà, donc je reviens tout simplement à une petite synthèse de tous les éléments qu'on a dit. Donc finalement, nous, on a un corps qu'on doit maintenir à 37 degrés. Et la façon dont on va perdre nos calories, elle est tout simplement liée à la physique des choses. On va la perdre par convection. Vous savez tout ce que c'est que la convection. C'est les mouvements d'air qui sont autour de nous. Si les mouvements d'air sont plus ou moins rapides, vous allez perdre plus ou moins. Plus la vitesse d'air, vous le sentez bien, quand vous êtes près d'un lanceur d'air ou d'un ventilateur, vous allez perdre plus d'énergie. Donc le premier point par lequel on perd nos calories, c'est la convection. Le deuxième point, c'est le rayonnement. Alors quelquefois, on gagne plus qu'on ne perd. Si vous êtes sur une tôle qui est à 50 degrés, alors vous donnez plus d'énergie que l'on perd. Toujours pareil, c'est la différence de température qui fait le sens, positif ou négatif. L'autre point, c'est la confusion avec le contact avec le sol. Franchement, c'est vraiment epsilon dans les pays chauds. Et puis après, il y a l'évaporation, c'est les échanges d'eau qu'on peut avoir avec notre environnement. Alors, comment agit la sueur pour nous? C'est vous qui dites la sueur, c'est vous. Qu'est-ce qu'elle fait la sueur? Elle fait
cette température. Mais comment? Évaporation. Alors voilà, le mot magique est dit, évaporation. Qu'est-ce que fait un appareil qui s'évapore parce qu'à un moment donné, s'évapore. Et l'évaporation, c'est une équation, c'est une réaction endothermique. Quand vous évaporez un fluide ou un liquide, il a besoin d'énergie. C'est une réaction endothermique. C'est-à-dire que la sueur, quand elle s'évapore à votre surface de peau, elle va vous prendre vos calories. Et ce qui est bien avec cette réaction, c'est qu'elle ne dépend pas du gradient thermique, de la température extrême. Elle dépend uniquement du gradient plutôt d'humidité. C'est-à-dire un diagramme à 2 dimensions, hein, donc on va mettre la température en bas et l'humidité en ordonnée. Alors l'humidité, il y a deux façons de deux indicateurs. Vous avez l'humidité absolue, c'est tout simplement le nombre de grammes de vapeur d'eau ramené à un mètre cube d'air sec. Et il y a l'humidité relative. Alors l'humidité relative, je vais vous la définir après. Prenons par exemple un mètre cube d'air sec à 20 degrés. Je rajoute de l'humidité. Jusqu'à quel point je peux en rajouter? Vous verrez que si vous faites l'expérience, à un moment donné, vous ne pouvez plus en rajouter. Tout ce que vous rajoutez, ça va se condenser. C'est ce qu'on appelle le point de saturation. Là, je rajoute de l'humidité à 20 degrés, par exemple. Et à un moment donné, je ne peux plus en rajouter. Tout ce que je rajoute, ça se condense. Vous l'avez déjà vu, la condensation en point de rosée le matin, c'est ça. C'est parce qu'on est dans un air saturé. Et à chaque température correspond un point particulier de saturation. Voilà. Et quand on juxtapose tous ces points, à 20 degrés, le maximum que je peux mettre, c'est à peu près 14 grammes. Si je prends 15 degrés, le maximum que je peux mettre en humidité, ça va être 10 grammes, etc. Alors plus la température est élevée, plus je peux mettre d'humidité. Par exemple, à 35 degrés, je vais pouvoir mettre 35 grammes. Vous voyez? Et c'est ce qu'on appelle la courbe de saturation. Voilà. Et les courbes intermédiaires, ici je suis à 0 en termes de points. Là, toutes les courbes intermédiaires, c'est les pourcentages d'éloignement par rapport à cette courbe de saturation. Par exemple, là, je me mets là, je suis à 90% du chemin pour aller à ma courbe de saturation, etc. Là, je suis à 60%. C'est ce qu'on appelle le degré d'humidité, le pourcentage d'humidité relative. Ce qu'on appelle l'humidité relative. Ça décrit tout simplement ce qui me reste pour atteindre la saturation. Voilà. Donc, diagramme humide retenu, température ici, humidité absolue ici, et puis les courbes intermédiaires, c'est tout simplement les pourcentages avant d'atteindre la courbe de saturation. Alors ça, c'est quand même un diagramme assez pratique pour mener un raisonnement assez simple, enfin, simpliste, pas simpliste, mais simple, pour définir un petit peu les zones de confort. Donc il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur la qualification du confort chez l'être humain, notamment par un Suédois qui s'appelle Fangler. Et on a défini des zones de confort en fonction de paramètres qui le perturbent, qui favorisent son confort. Donc on a défini que, en tout cas, pour des conditions occidentales, parce qu'après ça dépend aussi du contexte, pour des conditions occidentales, on est bien dans une zone entre 20 et 26 degrés, en air calme. Et entre, il ne faut pas être trop près de l'humidité de la saturation ici, donc jusqu'à 80%, on est bien. Il ne faut pas être trop bas en humidité. Pourquoi? Parce que on ressent ça comme un inconfort, un dessèchement des muqueuses, etc. On a tendance à avoir la bouche sèche, etc. Il ne faut pas trop descendre trop bas en humidité. Il ne faut pas aller trop haut parce qu'on ressent ça comme une oppression. Et puis, plus on est près là, plus on est dans des zones dans la saturation où se développe tout ce qui est microbien, etc. Dans les zones, donc il ne faut pas être trop près non plus. En dessous de 20, on commence à ressentir le froid. Au-dessus de 26, 27, on va dire, on commence à ressentir le chaud. Du coup, voilà, je suis dans cette zone, je suis bien.
Alors on va essayer de s'éloigner un petit peu de ces zones. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je sors de ma zone de 26, 27, 28? Quel est le premier élément de thermorégulation qui va apparaître? Hein? J'augmente la température qui est à 26, à 27, 28, qu'est-ce qui va se passer? Comment mon corps va réagir? Il y a quelque chose d'abord. Il y a quelque chose qui, avant la sueur. On a chaud, mais qu'est-ce qu'on fait justement pour se débarrasser de la chaleur? Mentir? Non, mais sans qu'on le... C'est le corps qui fait ça. On n'a pas besoin de ventilateur, on n'a rien. Qu'est-ce qui va faire qu'on va réguler quand même la température? Non? Non, pas tout de suite. On suit, mais ça monte, c'est progressif, mais avant, il se passe autre chose. Non? La température du corps augmente. Pas tout à fait. C'est pas la température du corps, c'est la température de peau. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette chose, pour augmenter mon échange de chaleur avec l'extérieur, il va se passer au niveau des vaisseaux sanguins ce qu'on appelle la vasodilatation. Hein, tout ce qui est périphérique au niveau vaisseau va se développer pour favoriser la circulation du sang et augmenter la température de peau. Sachez que la température de peau, c'est pas 37 en général, hein, c'est un peu moins. Hein, on va augmenter de quelques degrés cette température de peau grâce à une irrigation sanguine périphérique. Et du coup, je vais augmenter mon écart de température avec l'extérieur. Je vais pouvoir perdre ma chaleur. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Bon, après, je monte à 27, 28. À partir de 28, là, effectivement, c'est la sueur qui va prendre le relais. De façon progressive, hein, vous allez augmenter votre transpiration. Et cette transpiration, on va dépendre de deux éléments, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mouillure, la surface de peau qui, effectivement, va échanger la sueur, et puis le débit de sudation, jusqu'à des températures très élevées. Hein. Si je fais le raisonnement inverse, par contre, parce qu'il y a quand même des régions tropicales où il y a des vraies saisons fraîches, voire des saisons froides, qu'est-ce qui se passe si je descends en dessous de 20, 19? Exactement, au niveau d'abord thermorégulation sanguine, on a la vasoconstriction. Hein, et on va laisser la peau refroidir. Il y a des gens qui sont toujours froids, en fait, ils sont déjà en réaction vis-à-vis de contacts parce qu'ils veulent garder leur chaleur. Hein. Moi, ma femme, elle est toujours froide, donc ça doit venir de... parce qu'elle a un métabolisme peut-être moins. Voilà, etc. Alors, imaginons que vous êtes dans un abribus à Montréal, à moins 35, et vous attendez, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a la thermorégulation, vous l'avez fait, vous êtes déjà bien habillé, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Ah ben les vaisseaux, ça y est, ils sont pas dilatés, mais ils sont refermés depuis longtemps. Qu'est-ce qui va faire que je vais perdre moins de chaleur? Enfin, pas perdre moins de chaleur, mais je vais réagir autrement. Hein? Je perds trop de chaleur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte de produire de la chaleur plus de chaleur métabolique. Qu'est-ce que je fais? Je frissonne. Mais de façon inconstante, vous allez frissonner pour faire de la production métabolique. Voilà. Et si quelquefois même de façon importante, les gens se mettent la musique, ils veulent se réchauffer. Voilà, donc on a ce type de régulation. Bon, on fera un certain nombre d'interactions, ces interactions, c'est là. Alors retenez que l'élément le plus important, hein, c'est la sidation, et que la sidation, on doit l'organiser pour qu'elle se produise bien, et qu'elle soit pas perceptible en perdant trop de litres, en fait, trop de litres d'eau. Alors le poil a quand même un petit rôle, hein.
c'est que ça permet quand même d'agripper la goutte de sueur à la peau. Alors je le dis à ces dames de ne pas se raser, ça permet de mieux vous autoréguler. Sinon, la goutte d'eau qui tombe par terre, ça sert à rien. Voilà, donc, alors quelques indicateurs intéressants à connaître, c'est la température résultante. On parle souvent de température opérative ou température résultante, c'est tout simplement la moyenne entre l'air et les parois qui nous entourent. Hein, c'est la température qu'on va percevoir. En termes d'échange physique, hein, vous comprenez quand on est à 20 degrés, la majeure partie des échanges se font ce qu'on appelle des échanges thermiques par rayonnement ou par convection, ici, à 20 degrés. Et au fur et à mesure que la température augmente, hein, c'est la sudation qui va prendre le dessus hein, pour pouvoir évacuer notre chaleur. Et puis à partir de 37 degrés, vous voyez là, eh ben, c'est 100% qui part grâce au... J'ai mis transfert latent, mais ça veut dire tout simplement par sudation. Donc voilà comment on résume un petit peu la façon d'aborder le confort en tropical humide. C'est ce diagramme. On va résumer notre façon d'appréhender le confort hydrométrique par ce diagramme. Alors j'ai juste oublié un truc là. Pour que la sudation se passe bien, qu'est-ce qu'il faut en fait? Qu'est-ce qui favorise particulièrement la sudation? J'en ai dans le moi. La vitesse d'air. Hein, ça c'est important. Alors, quand on commence à raisonner notamment en bioclimatique, hein, pour que la sudation se passe bien, il faut qu'il y ait une vitesse d'air suffisante. Pourquoi? Parce que quand l'air est calme, en fait, vous avez les couches limites ici, hein, qui vont faire en sorte que ça va saturer l'air qui est autour, et puis la goutte d'eau va avoir du mal à s'évaporer. C'est pour ça que les couches limites, il faut les renouveler sans cesse, de façon à sécher, pour que la goutte d'eau puisse s'évaporer. C'est comme ça que ça se passe bien. Du coup, quand on va essayer de concevoir un habitat climatique, on va faire en sorte que la vitesse d'air soit suffisante. Et la valeur de la vitesse d'air, vous savez à peu près combien au niveau de mètres par seconde il faut avoir, ça se passe bien. Je crois que tu étais là déjà en 92. Hein. Il faudrait utiliser les cours déjà maintenant. Oui, il faut à peu près 1 mètre par seconde. Et 1 mètre par seconde, ça correspond en termes de perception de rafraîchissement de combien de degrés à peu près? Hein, vous mettez hors champ d'un ventilateur, vous mettez dans un ventilateur, à votre avis, le ressenti en termes de degrés équivalents, il est de combien? L'ordre de grandeur en degrés. C'est comme si vous avez un climatiseur qui vous abaisse de combien de degrés? Ouais, à peu près, ça. C'est 4 degrés. 4 degrés à 1 mètre par seconde, et puis ça, et même 5-6 degrés quand vous êtes à 1,5 à 2 mètres par seconde. Alors 1,5 à 2 mètres par seconde, on ne le fait jamais. Pourquoi? Parce que les feuilles commencent à voler. En général, on fait en sorte de dimensionner les brasseurs d'air de façon à avoir 1 mètre par seconde. Ça permet quand même d'éviter ce que les feuilles volent. Et puis, en général, avoir un équivalent de 4 degrés, 4-5 degrés équivalent en termes de confort, c'est largement suffisant en bioclimatique. Ça veut dire quoi? Il est possible de renouveler avec le temps? Non, non, là je parle vraiment de vitesse d'air. Je reviendrai au renouvellement d'air tout à l'heure, ça c'est un autre effet. D'accord. Voilà. C'est vraiment l'effet par rapport à la pompe. Donc voilà, on va résumer ça comme ça. Donc je vous ai dit tout à l'heure que la zone de confort, sans que j'ai besoin d'une vitesse d'air, elle est à peu près entre 20 et 27 degrés. Elle est limitée par, en bande inférieure
par le fait qu'il ne faut pas être trop sec, hein, parce que c'est mal ressenti, il ne faut pas être trop proche de la courbe de saturation, et que vous avez une bille là, parce que c'est pour prendre en compte le fait qu'on est chaud et humide en même temps. Ça, c'est deux ennemis très difficiles à combattre. Donc voilà, ça c'est la première zone de confort calme. Je rajoute 1 mètre par seconde, et bien je suis bien. Je peux rajouter à peu près, vous voyez, 4 degrés. Du coup, ça m'élargit mon champ de possibilités, parce que si je rajoute 4 degrés et que je suis en situation de confort, hein, jusqu'à 30, ça, je sais faire sans un plan bioclimatique. Si j'ai demandé à M. Baquet de me construire un logement qui ne dépasse jamais 27 degrés à Dakar, c'est pas fait. Hein. Par contre, faire en sorte que ça ne dépasse pas 30 degrés, ça tu sais faire. Vous êtes bien d'accord? Voilà, donc ça ouvre un champ de possibilités. Hein, donc en termes bioclimatiques, je pourrais construire des habitats qui ne dépassent pas 30 degrés et je sais que les habitants seront en position de confort. Sous réserve qu'ils aient la vitesse d'air d'1 mètre par seconde. Alors, cette vitesse d'1 mètre par seconde, comment j'obtiens? Soit par de la ventilation naturelle, en ouvrant les fenêtres, mais là c'est assez compliqué, soit simplement avec un brasseur d'air. Alors, brasseur d'air, ça consomme un petit peu d'énergie, mais ça consomme 20 fois moins d'énergie qu'un climatiseur. Du coup, c'est quand même un appareil, on va dire. Mais à 30 degrés, 70% d'humidité, avec voilà, oui, sans ça. Non, il faut le brasseur. Oui, non, si tu ne mets pas de brasseur d'air, ça veut dire que tu es là. Et là, il faut que tu sois à 26 pour être en confort. Voilà. Non, il faut que tu sois à 1 mètre par seconde. Voilà. Et si tu veux aller au-delà, jusqu'à 32, bah, il faut être un petit peu plus qu'à 1 mètre par seconde, il faut être à 1,5 mètre par seconde. Là, on commence à être limite. Notamment quand vous construisez des bureaux, là, les feux risquent de voler. Voilà. Mais dans l'habitat, c'est pas très grave, on n'arrête pas. Voilà, donc l'équation de la bioclimatique, c'est se dire, j'élargis les zones de confort sous réserve que j'ai un peu de vitesse d'air. Et là, je sais faire. Sinon, faire uniquement avec le filtrage de l'enveloppe, un bâtiment qui ne dépasse pas 27 degrés, c'est impossible. C'est impossible techniquement. Voilà, donc la vitesse d'air, comme je l'ai dit, hein, ça permet de ressentir 4 degrés de moins quand vous êtes à peu près à 1 mètre par seconde. Alors la nature, bon, ça c'est des paramètres importants. Quand vous êtes dans un vêtement tropical, c'est comme si vous aviez une ambiance autour de vous. Il faudra rajouter 3-4 degrés par rapport à la température ambiante. Un habit tropical. Par contre, si vous êtes en vêtements type veste avec cravate, etc., ben, ça vous handicape un peu parce que c'est comme si vous aviez 8 à 10 degrés de plus, quoi. C'est parce que vous évacuez moins, à cause de la résistance thermique de vos vêtements, vous évacuez moins facilement la chaleur. Bon, ben là, il a gardé sa cravate, mais sinon après, il y a je l'ai dit tout à l'heure, hein, on ne conçoit pas un bâtiment de la même façon si c'est une salle de sport ou un dortoir ou même un bureau, hein, où on a une activité sédentaire, tout simplement parce que la chaleur à évacuer ne sera pas la même. Hein. Vous allez avoir une chaleur à évacuer qui va varier entre 100 dans les calculs faibles jusqu'à, je ne sais pas moi, des judokas où ils vont eux aller jusqu'à 300 watts. Hein. Du coup, il faudra vraiment bien ventiler, encore plus. Hein, par rapport à un bureau. Alors ça c'est la Polynésie, mais c'est un exemple de climat tropical. Hein. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes zones de confort, hein, c'est à peu près le même que tout à l'heure, entre 20 et 26. Hein. Là c'est le confort en zone calme et le confort élargi, avec 1 mètre par seconde. Et j'ai pris tous les points météorologiques de l'année, je les ai projetés sur ce diagramme. Je vois que le nuage de points, il est là. Ouais. Donc, il y a quelques points qui sortent de la zone de confort, en fait. Il y a quelques points parce qu'il y a une petite saison sèche à Tahiti. Mais ça,
En réalité, c'est ce qui se passe à l'intérieur, mais dans le bâtiment, dans un bâtiment, il y a toujours 2-3 degrés de plus. Hein. Donc finalement, ces points-là, dans le bâtiment, naturellement, ils vont disparaître. Là, j'ai pris les points extérieurs. Et puis après, vous avez tous ces points-là. Donc il y a quelques points dans l'année où je vais avoir une température qui va être proche ici de 32-35. Là, je vais dehors, même à l'ombre, je vais avoir une sensation d'inconfort. Ça, il faut savoir qu'il faut admettre, quand on conçoit un bâtiment en bioclimatique, on n'a pas les marges de manœuvre de la climatisation, il y a quelques points dans l'année où on est un petit peu en situation d'inconfort. Simplement, il faut limiter le nombre de points. C'est pour ça qu'un des objectifs, la façon dont on va libeller des programmes bioclimatiques, on va tout simplement dire il ne faut pas plus de 30% d'heures au-dessus de telle température. Il faut admettre que quelques heures dans l'année, on puisse sortir de l'épure. Alors ça, c'est une première façon de définir le confort, c'est de regarder le pourcentage de points qu'on a à obtenir dans la zone de confort. L'idée étant que de ne pas dépasser 5 à 10% de points. Sachez que dans l'habitat, quand on ne fait pas très attention à la construction, ce nuage de points, il est souvent de ce côté-là. Du coup, on est à 50% en dehors des zones de confort. Ça, c'est une première façon d'exprimer le confort, c'est le diagramme bioclimatique. L'autre façon de donner un objectif de confort, je parle pour les maîtres d'ouvrage et les prescripteurs, c'est de dire je ne veux pas, là je vous ai mis l'ensemble des points de l'année, alors ça c'est l'ensemble des points au-dessus de 25, évidemment on trouve les 8600 points, au-dessus de 17, le nombre de points qu'on a au-dessus de 23, etc. Donc plus on s'approche de la limite du climat, moins il y en a. Bon, 29 degrés, on doit d'avoir ici, pour ce climat-là, on avait 800 heures, puis on avait 30 heures. Donc une façon de définir un objectif bioclimatique, c'est de se dire on ne doit pas être pire à l'intérieur du local qu'à l'extérieur. Une façon de faire, c'est de dire il ne faudrait pas dépasser plus que 800 heures au-dessus de 29 degrés dans les locaux. C'est une façon, c'est un objectif qu'on peut se donner dans un concours d'architecture. Alors, autre indicateur, alors ça c'est des indicateurs un petit peu plus compliqués qui sont issus des travaux de Fanger, c'est l'indicateur PFV et PPD. On donne en fonction de tous ces paramètres qu'on a vus, la levure, l'activité, la température, etc. On attribue une note de confort. 3 étant l'indicateur PMV exprimant plus 3, ça veut dire très chaud, et puis moins 3, très froid. Et à chacun de ces points correspond à un certain pourcentage de satisfaction. Par exemple, quand on est à 0, ça veut dire qu'il y a à peu près 96% des gens qui sont dans une température ressentie la meilleure. Alors ce point PMV0, ça correspond à ce qu'on appelle la température de neutralité, c'est-à-dire la température dans laquelle un maximum de personnes se trouvent bien dans un contexte donné. Il faut faire très attention à l'utilisation de cet indicateur, parce qu'il va dépendre aussi du contexte dans lequel il a été fait. En Europe, cette température de neutralité est de 22,6 degrés. Évidemment, en Afrique, comme on a comme... il y a eu une adaptation des habitants, cette température de neutralité va être plus élevée, avec à 25-26 degrés à Dakar, et si on monte plus haut, à Tambacounda par exemple, la température de neutralité, c'est des travaux qui ont été faits par Mortada, qui était un professeur à Yamoussoukro, l'école, comment s'appelle l'école, Julien? Voilà, le NSCP. Et la température de neutralité, par exemple, à Tambacounda, elle était de 29 degrés. Donc attention de ne pas transcrire des éléments qui ont été faits dans un contexte européen, dans un contexte africain. Il faut adapter ou même
Amérique latine, même en Amérique latine, on ferait le même truc. Je ne sais pas, moi, à Brasilia, peut-être la température de neutralité sera à 28 par exemple. Donc, il faut utiliser ces outils, mais il faut qu'il y ait eu l'effort préalable d'avoir fait la statistique avec des essais très précis, parce qu'il faut questionner 1300 personnes dans un contexte donné pour pouvoir définir le vote, la prédiction de vote en termes de satisfaction. Ça, je dis attention à la température de neutralité, elle dépend fortement du contexte. Donc voilà, vous avez trois façons d'avoir le confort, soit comptabiliser le nombre de points qu'on va pouvoir maintenir dans la zone de confort élargie, soit dire tout simplement je ne veux pas que mon bâtiment dépasse un certain nombre d'heures, plus de 30 degrés, par exemple, je ne veux pas plus de 600 heures au-dessus de 30 degrés. Soit vous faites, vous demandez, vous utilisez cet indicateur assez sophistiqué. Bon, il y a pas mal de logiciels qui le font. Voilà. Donc là, je suis resté sur un plan purement physico-thermico. Il faut savoir que la perception du confort, il faut l'avoir de façon élargie. Le confort thermique, il va interagir avec le confort visuel. Vous voyez, les couleurs, il y a des couleurs qui vont être perçues. Alors là, on est un petit peu dans la psychologie, évidemment. Il y a des couleurs qui vont être perçues chaudes et d'autres qui sont perçues froides. C'est comme ça, l'être humain est fait de cette façon. En quoi ça va intervenir avec le confort acoustique? Ça va intervenir lorsqu'on va chercher à ventiler de locaux. Si vous êtes dans une zone bruyante, évidemment, ça va être plus difficile à faire de la bioclimatique et profiter des vents lorsque on a une ambiance acoustique assez bruyante. Encore que il y a des pays où l'admissibilité, la tolérance, on va dire, par rapport au bruit est plus importante. Par exemple, les Brésiliens, pour eux, s'isoler des villes, c'est un non-sens. Pour eux, le bruit des villes, fait partie de l'ambiance. Je sais que le CSTB avait été parti pour faire transcrire la HQE, il y en a un qui a parlé des différents cibles HQE, et puis ils se sont aperçus que la cible acoustique n'était absolument pas pertinente chez eux parce que le Brésilien, il doit être dans une ambiance bruyante, pour lui c'est normal. Du coup, ça ne serait pas une contrainte d'avoir des ambiances bruyantes au Brésil. C'est un confort olfactif, effectivement, si vous êtes au-dessus d'une poissonnerie ou je ne sais pas quoi, ça peut intervenir, ça peut interférer dans la façon de concevoir le bâtiment. Voilà, parce que donc il faut toujours recontextualiser le confort thermique dans un projet global. Alors quelques références pour aller un peu plus loin, enfin des références, on va dire les bouquins fondateurs, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres études qui ont été faites. Mais dans la zone tropicale, quelques ouvrages qui sont imposés, un des premiers, c'est Dreyfus, Jacques Dreyfus, qui avait fait un ouvrage qui s'appelle Confort dans l'habitat tropical. Alors celui-là, tout le monde le connaît, c'est Givoni, c'est un Israélien qui a beaucoup travaillé sur, notamment c'est lui qui a mis au point le diagramme bioclimatique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis vous avez un ouvrage américain, pour ceux qui veulent aller plus loin au niveau des équations, etc., qui s'appelle Bachelay, fondamental. Et vous avez même des applicatifs qui vont avec, notamment le PMV, etc. Alors, donc, quand on parle de climat tropical, on voit bien que la ceinture, elle est quand même... Donc, la partie thermique du bâtiment, elle comporte deux premiers modules. En fait, le premier module s'intéresse aux besoins de confort. On va définir quels sont nos besoins en termes de confort hygrométrique. Et à partir de là, on va projeter ces besoins dans les différents climats, toutes les nuances du climat qu'on a en Afrique. Donc dans les besoins, de confort hygrométrique, on est parti de l'humain. On a regardé un petit peu ces différents besoins. Quels sont les paramètres qui influent et puis quelle est l'équation énergétique qui permet de gérer les climat et quelles sont les stratégies à développer pour qu'on reste en équilibre thermique.
l'idée étant de garder cette température de 37 degrés, quels que soient les climats, et de faire en sorte que les mécanismes de thermorégulation soient mobilisés le moins possible de façon à avoir un niveau de confort ressenti maximum. Une fois qu'on a défini un petit peu les différents paramètres du confort, on les a projetés dans les différents types de climats qui existent en Afrique. On a développé un premier climat, climat du type équatorial, dans lequel on a une température et une humidité assez élevée à permanence toute l'année. Uniquement avec une problématique uniquement de chaud. Ensuite, on a nuancé le climat tropical équatorial par Dakar, qui lui est un climat tropical humide, mais avec une saison fraîche. Ensuite, on a commencé à développer des problématiques particulières de climat intermédiaire comme Tambacounda, dans laquelle on a un climat double problématique, un comportement de type tropical humide et puis un autre comportement de type tropical sec. Puis enfin, on a terminé par un climat tropical sec, notamment à Tamaracet, dans lequel on a visualisé un peu les problématiques particulières de ce type de climat. Descend en température très bas en hiver et ça peut monter très haut en été.